Disney voulait un Pirates des Caraïbes version western, résultat, ils ont eu sur les bras l'un des plus gros bids de l'histoire du cinéma. Je parle bien sûr de Lone Ranger, dont l'échec reste pour moi l'une des plus grosses injustices du Hollywood moderne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Salut, c'est Antoine et aujourd'hui je viens défendre un film que j'aime plus que de raison. Lone Ranger, il sort en 2013, une période assez charnière pour ma cinéphilie adolescente. J'en étais au début de mon lycée, j'allais au cinéma au minimum une fois par semaine et je commençais déjà à gribouiller sur des blogs, des petits morceaux de critiques que je ne veux absolument pas relire aujourd'hui, par pitié, ça doit être absolument atroce. Dans son film The Dark Knight, on peut voir que Christopher Nolan est vraiment très fort. Mais je ressentais déjà le besoin d'essayer de structurer des avis sur les films que je voyais. Et même si je commençais à me tourner vers des cinématographies plus exigeantes, j'allais encore beaucoup voir les blockbusters hollywoodiens. Et 2013 a été pour moi une année de bascule. Parce que dans l'été surchargé de blockbusters, deux films avaient particulièrement trouvé grâce à mes yeux. Lone Ranger et un certain Pacific Rim, pour lequel j'ai déjà déclaré mon amour sur cette chaîne YouTube. Mais ces deux propositions vraiment fortes ont été écrasées au box-office par des trucs beaucoup plus calibrés, allant du mouais bof au franchement raté, de Man of Steel à Wolverine le combat de l'immortel, en passant par cette saloperie de World War Z. Mais là où Pacific Rim a été une petite déception commerciale, Lone Ranger s'est instantanément imposé comme un four atomique, avec à peine 260 millions de dollars de recettes mondiales, pour ce qui était à l'époque l'un des films les plus chers du marché, estimé à un budget entre 225 et 250 millions de dollars, sans compter les coûts marketing. Et le problème est là. Lone Ranger, c'est un peu l'exemple parfait du film qui a débarqué au pire moment et dont les coulisses chaotiques ont amené une bonne partie de l'industrie et même de la critique à l'attendre avec les torches et les fourches avant même de l'avoir vu. Et il faut peut-être qu'on commence par là. S'il n'est pas très connu en France, le Lone Ranger est devenu une figure de la pop culture américaine. Texas Ranger qui combat l'injustice en portant un masque avec l'aide d'un sidekick amérindien. D'abord popularisé par une série radiophonique dans les années 30, le personnage a ensuite eu sa propre série télévisée de 1949 à 1957. Et il va paver la voie au genre, puisqu'en 1957, un autre justicier masqué à cheval aura le droit à sa série cultissime. Et tout est lié, puisque c'est le succès du Masque de Zorro en 1998 qui incitera Columbia Pictures à proposer au début des années 2000 une nouvelle adaptation du Lone Ranger, avec l'envie d'un ton similaire entre western, film d'aventure et comédie. Oui, je sais, je parle encore de l'une de mes obsessions, mais promis, je le fais pas exprès, ça a un sens avec ce que je veux raconter. Quelques imbroglios hollywoodiens plus tard, c'est finalement le producteur Jerry Bruckheimer qui ramène le projet Lone Ranger chez Disney en 2008. Un an après la fin de sa trilogie Pirates des Caraïbes, dont Lone Ranger semblait être un successeur tout indiqué. Et d'ailleurs, Bruckheimer ne s'y trompe pas, puisqu'il demande aux scénaristes de Pirates des Caraïbes, Ted Elliott et Terry Rossio, de bosser sur un script. Et fun fact, c'était aussi les scénaristes du Masque de Zorro. La boucle est bouclée, mais c'est aussi là que la roue va tourner. Johnny Depp est annoncé au casting dans la peau du natif américain Tonto, ce qu'il justifie en disant qu'il est persuadé d'avoir du sang amérindien, ce qui aurait été plus ou moins démenti depuis. You are just another white man. Sa présence au casting amène en plus Bruckheimer à prioriser la production de Pirates des Caraïbes 4 qui se fait au même moment. Pendant ce temps, à Veracruz, il cherche un réalisateur pour Lone Ranger. Mike Newell était dans la course puisqu'il était en train de réaliser pour Jerry Bruckheimer son adaptation de Prince of Persia, qui, je le dis, est pas si nul que ça. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais il faudrait peut-être que j'en parle un jour sur cette chaîne. Mais Dieu merci, quitte à vouloir retrouver la formule Pirates des Caraïbes, c'est le génial Gore Verbinski qui se fait embaucher fin 2010, même si le scénario patine un peu. Le script de Ted Elliott et Terry Rossio est en partie réécrit par Justin Hayes, qui vire notamment toute une sous-intrigue surnaturelle à base de coyotes. Bon, jusque-là, c'est les trucs qui arrivent tout le temps dans les coulisses d'aussi grosses machines. Mais en août 2011, Disney annonce la suspension temporaire du projet Lone Ranger. Son PDG Bob Iger et le responsable de la division cinéma Rich Ross s'inquiètent du budget, qui doit être revu à la baisse. Bruckheimer, Verbinski, Johnny Depp et Armie Hammer, qui se voient confier le rôle du Lone Ranger, acceptent notamment de baisser leur salaire de 20%. Sauf que pour rappel, malgré ces précautions, le truc a fini par coûter entre 225 et 250 millions de dollars. Et le New York Times estimait à l'époque qu'en ajoutant les coûts marketing, l'enveloppe grimpait environ à 375 millions au total. La somme qu'Écran Large doit atteindre pour commencer à dominer le monde
racheter CNews pour en faire une chaîne de zadistes et les 3/4 des médias détenus par des milliardaires fachos. Vous le savez, la plupart de nos contenus comme ces vidéos sont gratuits, mais on a besoin de votre soutien pour garder notre indépendance. Et c'est pourquoi on propose un abonnement contre quelques euros par mois, avec en échange des articles exclusifs chaque semaine. Pour revenir à Lone Ranger, le pire est encore à venir. Pendant que le film s'apprête à boucler son tournage durant l'été de 2012, Disney sort en salle John Carter. Et si vous avez vu la vidéo de Geoffrey à ce sujet, vous savez qu'il s'agit là aussi d'un bid historique. Pour un projet qui a pas mal de similarités avec le film de Gore Verbinski. On parle d'une adaptation d'un classique un peu oublié de la pop culture comme véhicule pour relancer un genre entier, alors le space opéra pour John Carter et le western pour Lone Ranger, et au passage, évidemment Disney espérait en tirer une franchise. Et dans les deux cas, le budget a explosé jusqu'aux 250 millions de dollars. L'ironie veut même que les deux films aient à peu près rapporté autant d'argent, puisque John Carter a totalisé 284 millions de dollars de recettes mondiales et Lone Ranger à peine 260 millions. L'échec de John Carter, qui a été cinglant pour Disney, a amené tout le monde à regarder d'un air suspicieux Lone Ranger, ce qui ne l'a sans doute pas aidé au moment de sa sortie, comme si son destin était déjà un peu scellé. Surtout pour ceux qui n'y voyaient qu'une copie de Pirates des Caraïbes à la sauce cow-boy et indien. Ce qui n'est pas complètement faux, mais pas complètement vrai non plus. Je mentirais si je disais que Lone Ranger était un grand film incompris. Il a des problèmes de structure qui se traduisent par son ventre mou assez vénère à mi-parcours, et il en souffre encore plus quand on le compare aux 3 Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski, qui savent bien mieux jongler entre leurs différentes tonalités. En fait, en revoyant Lone Ranger, on se rend compte à quel point Pirates des Caraïbes, surtout le premier, est un petit miracle de précision. Will Turner est un petit artisan, sage et reconnaissant de sa place dans la société, qui n'assume pas de vouloir désirer bien plus, ce qui est représenté par son amour pour Elizabeth, qui n'appartient pas à la même classe sociale. Son côté noble et chevaleresque, un peu naïf, va se confronter à l'absence d'honneur de Jack Sparrow, pirate loufoque qui s'en sort toujours par ses pirouettes et ses manipulations. Tout l'intérêt du film, c'est de voir ces deux personnages et leurs univers respectifs se contaminer. Et Elizabeth a le mérite de servir de point d'équilibre moral entre eux. Lone Ranger voudrait fonctionner sur le même modèle. John Reed est un avocat venu de la grande ville et de retour dans son Texas natal. Il est maladroit et idéaliste, surtout comparé à son frère, un shérif badass qui s'est marié avec Rebecca, dont John a toujours été amoureux, mais il n'a jamais eu le courage d'assumer ses sentiments, comme Will Turner. Et de l'autre côté, on a Tonto, qu'on découvre prisonnier aux côtés du criminel Butch Cavendish, dont il veut justement se venger. John intervient sous couvert de sens de la justice, et c'est ce qui va rassembler les personnages une fois que Cavendish se sera échappé. Dans Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow a un objectif égoïste: retrouver le Black Pearl, mais il s'avère que ça coïncide avec l'objectif de Will, qui est de retrouver Elizabeth sur ce même navire. Tonto est pour ça très similaire à Jack, avec en plus les mêmes mimiques burlesques et maniérées, et ce même décalage foufou formalisé par son sens de la spiritualité un peu fantasque. Il faut admettre que cet aspect assez caricatural des natifs américains ne vieillit pas très bien. Fear of cat. Et c'est pas arrangé par le fait que les deux têtes d'affiche du film sont aujourd'hui turbo cancel. On a bien sûr Armie Hammer, dont les accusations d'agression sexuelle et de cannibalisme lui valent aujourd'hui d'accepter de jouer dans les nanars fascistes d'Uwe Boll. Alors pour le coup, c'est un peu drôle a posteriori, parce qu'il est pas mal question de cannibalisme dans Lone Ranger, ça lui ajoute une petite touche d'ironie involontaire. Et bon, je vais pas vous refaire le procès de Johnny Depp, mais c'est toujours bon de rappeler qu'il y a non seulement eu une vendetta médiatique sexiste affirmée contre Amber Heard, et que lui aussi, il a eu une condamnation dans cette histoire, ce qui a surtout prouvé qu'ils étaient tous les deux profondément radioactifs. Alors, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce qu'à vrai dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais je voulais pas l'ignorer non plus dans cette vidéo, parce que quoi qu'on en pense, ça appartient aujourd'hui à l'aura malheureuse du film, et ça n'aide certainement pas sa réhabilitation. Mais pour en revenir sur les problèmes de Lone Ranger, ça tient à sa structure plus mécanique que celle de ses modèles. Certains éléments du scénario sont très attendus et mettent un certain temps avant de débarquer, et je pense en particulier à la mort de Dan, le frère de John, qui va déclencher sa propre soif de vengeance. En fait, en revoyant le film, je me suis quand même dit que Ted Elliott et Terry Rossio s'étaient pas mal reposés sur leurs acquis, au point de recopier certains trucs qu'ils avaient déjà fait avant. Et oui, désolé, je pense au masque de Zorro encore. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Mais en fait, surtout de sa suite, La Légende de Zorro,
où là aussi il est question d'un chemin de fer dont le méchant cherche le monopole, il est question de nitroglycérine, et d'une poursuite en train où le héros doit faire sauter son cheval d'un toit de wagon pour éviter un tunnel. Très spécifique tout ça. Et puis, contrairement aux Pirates des Caraïbes, pour lesquels Johnny Depp a entériné ce goût pour des galeries de personnages délirants et immédiatement reconnaissables, Lone Ranger galère à caractériser ses personnages secondaires, ce qui tend à renforcer la surcharge d'un film trop rempli. Rebecca est en ça l'élément le plus raté du film. Verbinski voudrait en faire une nouvelle Elizabeth, mais n'arrive jamais à la sortir de son rôle fonction de demoiselle en détresse qui n'existe que pour motiver les actions des hommes. Après, je me suis toujours dit que ces manquements s'expliquaient en partie par des questions de censure. Parce qu'il est toujours bon de rappeler que Gore Verbinski a bien profité de la saga Pirates des Caraïbes et de son succès pour y imposer une imagerie assez limite pour un truc familial. Le 3 s'ouvre quand même sur la pendaison d'un enfant, bordel. Et Lone Ranger, pour sa part, raconte la création du transcontinental américain, sans en oublier les Hell on Wheels, ces troupes itinérantes qui suivaient les travailleurs de l'Union Pacific et qui consistaient dans un mélange de casinos, de bars et de bordels. Et c'est honnêtement incompréhensible que Verbinski passe autant de temps à introduire une patronne avec une jambe en moins incarnée par Helena Bonham Carter, tout ça pour qu'elle balance de l'exposition utile et qu'elle redébarque juste dans le climax pour faire péter un truc. Et c'est tout. Pour moi, il est clair que Lone Ranger a subi quelques coupes au montage, preuve que la liberté acquise par Verbinski sur les derniers Pirates des Caraïbes était déjà dépassée. Il y a un autre cas qui me semble assez parlant. Dès le début du film, on nous explique que le grand méchant, Latham Cole, veut absolument pécho Rebecca, alors qu'elle est en plus mariée, donc je comprends pas trop pourquoi, et il est même prêt à adopter son fils Danny. Le truc, c'est que ça sert bien le scénario, parce que ça justifie que la mère et le fils soient toujours à proximité des antagonistes et emprisonnés par eux dans le climax. Sauf qu'en fait, il y a un vrai truc qui le justifie ça, mais c'est calé vite fait entre la poire et le fromage. By all reports, Mr. Cole is, well, he is no longer guarded by the same imperatives as other men. Mr. Cole Gelding. Oui, Cole a perdu son appareillage pendant la guerre civile, et comme il cherche un héritier à l'empire industriel qu'il est en train de construire, il veut recomposer une famille. Une belle idée parmi d'autres que le film n'a pas toujours le temps d'approfondir. Et puis, pendant la production, le responsable des studios Disney, Rich Ross, que j'évoquais plus tôt, a laissé sa place à Alan F. Horn. Et ce monsieur était notamment très inquiet par rapport à une scène, celle où Butch Cavendish tue Dan Reed en bouffant son cœur. Bon, même s'il l'ouvre clairement au niveau des intestins, mais mes connaissances médicales s'arrêtent à plus de 20 saisons de Grey's Anatomy, donc après tout, je ne sais pas. Horn aurait insisté pour rendre la scène un peu moins graphique au montage, ce qui se sent d'ailleurs, même si Verbinski se montre une nouvelle fois très malin dans la suggestion craspec, avec ce plan où tout se joue dans le reflet de l'œil traumatisé de John. Je l'ai déjà dit sur ma vidéo consacrée à Pirates des Caraïbes 3, que je vous recommande chaudement, mais je vais le redire ici, on n'a pas su rendre justice à la malice visuelle de Gore Verbinski et son envie de toujours chercher les limites du représentable dans un blockbuster familial. S'il va piocher des idées de cadre dans l'âge d'or du western, il préfère largement le côté plus crasseux et désenchanté du western spaghetti. La poussière est accentuée dès que possible et le directeur de la photographie Bojan Baseli, qui avait déjà bossé avec Verbinski sur The Ring, désature cet ouest fantasmatique déjà pourri de l'intérieur. Et tout ça en vient à sauver un autre élément retravaillé du film. Je disais plutôt que le scénariste Justin Hayes avait retiré toute une partie surnaturelle de Lone Ranger. Mais il y a toujours une part de fantastique dans le film. C'est juste que contrairement à Pirates des Caraïbes, où le surnaturel est indiscutable, le chamanisme de Tonto peut être perçu comme une prophétie générale teintée de coups de chance. Alors, c'est sûr que ça donne à l'ensemble quelques Deus Ex Machina un peu faciles et des ta gueule c'est magique, mais justement, c'est aussi le sujet. Something very wrong with that horse. Les Pirates des Caraïbes racontaient la résistance difficile face à une rationalisation du monde marin. Et Gore Verbinski l'a encore plus poussé avec ses deux films suivants, Rango et Lone Ranger. Des films où les mythes de l'Ouest sont en train de disparaître et qui impliquent que les héros réécrivent une légende en interprétant les signes autour d'eux. Il y a un choix que je trouve très courageux dans Lone Ranger. Son début. On est à San Francisco en 1933, bien après la fin de la conquête de l'Ouest. La modernité bat son plein par la vision d'un urbanisme florissant et par une fête foraine. Un enfant déguisé en Lone Ranger entre dans un musée sur l'Ouest sauvage et il se retrouve face à un Tonto vieillissant qui va lui raconter l'histoire du film. Et c'est hyper sombre comme point d'accroche. Déjà parce que la solitude de Tonto laisse supposer que le Lone Ranger est mort depuis, et le personnage n'est plus qu'une créature de foire à l'agonie.
une statue aussi figée que le bison se trouvant à côté de lui. Et c'est là que Verbinski réaffirme la valeur de son style si dynamique et cinégénique. Face à la fixité du souvenir et d'une histoire gravée dans le marbre par ses vainqueurs, il faut réinjecter du mouvement. Et ce mouvement devient une nécessité, parce qu'il est la seule alternative possible à un autre mouvement, celui de la marche du progrès, présenté comme inévitable. Sauf que chez Gore Verbinski, le progrès tel qu'il est évoqué ne concerne que trop rarement un progrès social. Il est uniquement technologique et économique. Une belle machine rutilante et sexy qui prend ici la forme d'un réseau de chemin de fer, censé simplifier la vie de ses usagers, mais qui, en réalité, n'est que la façade d'un capitalisme vorace. Latham Cole est en ça un personnage que je trouve hyper intéressant. Dans son discours, il reflète la profonde sincérité d'une Amérique qui a tendance à mettre sur un pied d'égalité la réussite personnelle et celle d'un progrès collectif est nécessaire. I was at Gettysburg. 12,000 casualties before lunch. Know what I learned in all that carnage? Nothing is accomplished without sacrifice. Pour lui, le sacrifice de la guerre civile n'a pas plus de valeur que l'empire égoïste qu'il est en train de se construire, avec des arguments qui ne diffèrent pas tellement de ceux de nos milliardaires actuels, vous savez, ceux qui prennent des risques avec leur argent pour créer de l'emploi. D'ailleurs, son plan réside dans le fait de piller les terres comanches de leurs ressources en argent pour devenir l'actionnaire majoritaire de la société de chemin de fer, une OPA hostile qui n'a rien à envier à Succession. You might call a hostile takeover. Cette fortune, elle ne sort jamais de nulle part. Elle provient d'une terre qu'on pille, et le plus souvent en massacrant ceux qui pourraient en réclamer la possession. Lone Ranger ne fuit pas la question du génocide amérindien. Il en fait même un pivot important de son récit, puisque les hommes de main de Cole se déguisent pour déclencher une guerre forcée avec les Comanches, qui ont bien conscience de l'argumentaire qui entoure leur extinction programmée. Our time has passed. They call it progress. Les défenseurs chevronnés du capitalisme ont souvent tendance à bien le différencier du libéralisme, qui en est techniquement une excroissance. Dans les deux cas, le capital règne, mais le libéralisme va plus loin en libérant au maximum l'économie du poids des États. La concurrence et l'entrepreneuriat sont ses moteurs, quitte à tout dérégler. Son geste, c'est la domination, la dévoration de l'autre. D'où le cannibalisme dans Lone Ranger. Il est par essence question d'un système qui ne se satisfait de rien. Il doit constamment grossir et annihiler ce qui l'entoure, la nature comme les communautés. C'est pour ça que certains essaient de séparer le bon capitalisme modéré de ce libéralisme hors de contrôle. Sauf que les deux sont indissociables. Et le libéralisme trouve bien ses racines dans la conquête de l'Ouest. À tout hasard, la fameuse fortune de Donald Trump, ce soi-disant self-made man absolu, lui vient de son grand-père, Frédéric Trump, qui s'est enrichi durant la ruée vers l'or du Yukon en imposant un monopole sur les restaurants et hôtels des villes champignons qui accueillaient les prospecteurs. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande d'ailleurs chaudement le génial western d'Anthony Mann, Je suis un aventurier, qui raconte très bien cette période. Dans Lone Ranger, il y a le symbole important de la montre à gousset. On apprend dans le flashback tragique de la vie de Tonto qu'il a échangé une montre au rabais contre des infos sur la source du filon d'argent auprès de Cavendish et Cole, avant que ces derniers ne massacrent son village. Il y a le mouvement du temps, mais aussi le geste maîtrisé de Cole pour regarder l'heure, reflet de cette hubris de l'homme qui fait de l'ère industrielle cette tentative de contrôle à la seconde près. Sauf que Lone Ranger met très bien en scène la nature bêtement court-termiste de ce comportement. Le capitalisme crée moins qu'il ne détruit, et dans cette course effrénée contre l'autodestruction, les personnages essaient d'imposer un héritage voué à s'écrouler très vite. Comme je le disais avant, Cole espère fonder une famille de manière très artificielle pour faire perdurer son pouvoir, tandis que la plupart des personnages de Lone Ranger n'ont plus de famille. Leur héritage est déjà détruit, voué à se prendre le mur du progrès. Un progrès symbolisé par les rails de ce chemin de fer transcontinental qui viennent toujours à manquer. Parce que oui, si je nuance jusque-là mon appréciation de Lone Ranger, mon admiration pour le film tient globalement à ces deux scènes d'action principales à bord de train qui se terminent dans les deux cas par une locomotive qui se crache faute de rails. Gore Verbinski a toujours été doué pour créer des scènes d'action inventives, où la scénographie à plusieurs niveaux renouvelle des enjeux bardés de burlesque, de cascades improbables et de retournements de situation grisants. Mais Lone Ranger est juste son accomplissement
ultime en la matière. Si le train est le symbole du progrès dans le film, tout l'intérêt de ce décor de cinéma ambulant tient à sa linéarité. Il représente cette marche forcée du monde qui n'a pas d'autre choix que d'avancer ou reculer. Le train implique toujours deux mouvements, celui du véhicule en lui-même et celui des personnages qui progressent de wagon en wagon. Prenez à tout hasard Snowpiercer, Dernier train pour Busan ou encore l'incroyable climax de Paddington 2, ce chef-d'œuvre en puissance, parce que c'est comme le Masque de Zorro, si je ne cite pas Paddington 2 toutes les 5 minutes, j'exclus. Dans tous ces exemples, cette linéarité du train porte le cœur de la dramaturgie. Parce qu'il n'y a que deux directions possibles, l'avancée impose de se confronter aux obstacles sur sa route. Alors, d'une part, je soupçonne pas mal de films avec des trains post-2013 d'avoir été nourris par le grand final incroyable de Lone Ranger, mais justement, Gore Verbinski va encore plus loin. Je parlais plutôt de réinjecter du mouvement, de s'opposer à ce progrès présenté comme n'ayant aucune alternative. Eh bien, la solution, c'est de créer un mouvement contraire. Et le génie du film est là. Verbinski sublime les possibilités linéaires du train en y ajoutant d'autres mouvements, perpendiculaires, parallèles et verticales. Le climax de Lone Ranger, c'est au minimum l'un des meilleurs climax de blockbuster des années 2010. En plus d'être la version sous stéroïde du Mécano de la Générale de Buster Keaton, qu'on aurait modernisé avec le burlesque propre à Johnny Depp et des effets spéciaux modernes. Et le Mécano de la Générale étant l'un des plus grands films de l'histoire, ça me va très bien. Pendant qu'Hans Zimmer s'amuse à rythmer toute la séquence avec une reprise géniale de l'ouverture de Guillaume Tell par Rossini, parce que c'était le thème du Lone Ranger dans sa série télé, Verbinski place très intelligemment les différents actes et les différentes situations de son tour de montagne russe. On commence avec deux trains qui se pourchassent sur le même rail, l'un avec tout le stock d'argent de Cole, l'autre avec des passagers qu'il va falloir sauver. Tonto change de voie, les deux trains se retrouvent l'un en face de l'autre, et à partir de là, tout va reposer sur un va-et-vient en mouvement permanent. Le troisième méchant du film, le capitaine Fuller, tire depuis un wagon sur Tonto qui se trouve sur le toit, avant que le Lone Ranger n'échange des tirs avec lui depuis le train d'en face. En quelques secondes, Verbinski exploite tout l'espace à sa disposition. Et dans la fluidité de ses compositions de cadres et de son montage, il approche la séquence comme un ensemble de causes et de conséquences galvanisant, justement parce que tout semble inarrêtable. La moindre péripétie en entraîne une autre, le contrôle de la situation et les objets transitent d'un personnage à un autre, jusqu'à cette balle en argent à laquelle le film s'accroche depuis le début. Verbinski a toujours été très doué pour complexifier ce type de scène, leur ajouter des couches sans perdre pour autant la lisibilité de l'image ou de l'intrigue. L'orfèvrerie de ce climax, elle réside dans ce déraillement, dans cette sortie du chemin tracé des rails, dans cette alternative qui crée la surprise. Que ce soit quand Tonto utilise une échelle pour passer sur le train d'en face ou quand il saute d'un pont pour atterrir sur le véhicule d'en dessous. Les wagons sont régulièrement détachés pour renouveler la scénographie, mais le contact est toujours rendu inévitable. Malgré ces détours, on en revient à la ligne droite et à ces obstacles qu'on est obligé de se prendre. Et au-delà d'être un morceau de bravoure d'une inventivité démente, le final de Lone Ranger exprime par le mouvement de cinéma toute la critique que le film dépeignait depuis le début. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas su rendre justice à Gore Verbinski. Parce que le flop injuste de Lone Ranger a plus ou moins enterré sa carrière, malgré son talent évident pour gérer la logistique de production aussi énorme, tout en gardant un certain niveau d'exigence créative. Aujourd'hui, Hollywood préfère confier des Marvel à des mecs qui ont juste pondu un petit film indé, et ça se sent dans leur absence de savoir-faire. De son côté, Verbinski subsiste, avec des films bizarres mais bien moins coûteux, comme A Cure for Life ou Good Luck Have Fun Don't Die, des films très perfectibles, mais qui gardent au moins ce grain de folie. Le truc, c'est que on peut pas réécrire l'histoire. Et j'espère juste que Gore Verbinski n'a pas de regret d'avoir fait Lone Ranger. Parce que même si d'autres choix de carrière lui auraient sans doute permis d'être encore au sommet du game hollywoodien, je ne voudrais pas vivre dans un monde sans le climax de Lone Ranger. C'est une séquence que je peux remater de manière isolée pour le seul plaisir de la décortiquer et d'y voir de nouvelles prouesses. C'est une grande scène de cinéma qui sauve à elle seule un film qui, de toute façon, méritait bien mieux que son bide et sa réception trop sévère. Nature is indeed out of balance. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, ça faisait un moment que je voulais parler de Lone Ranger, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous voulez continuer avec nous en matière d'action démente, je vous propose un crochet du côté de Hong Kong et du chef-d'œuvre à toute épreuve de John Woo. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.